Bonjour François Ruffin. Bonjour. Les hôpitaux sous tension avant et pendant le Covid, votre combat pour les soignantes, les aides à domicile, les propositions aussi un peu de la gauche et puis quelques mots quand même de la campagne, autant de questions que nous allons aborder avant toute chose. Donc, ce qui va résonner pour beaucoup, ces femmes soignantes, ces auxiliaires en fait de vie, ces infirmières à domicile, la première ligne véritablement, même si vous parlez de la deuxième, qui gagne une dizaine d'euros par heure avec des horaires complètement éclatés, des femmes que vous défendez, et vous montrez dans votre film Debout les femmes. Tiens d'ailleurs un petit extrait. Je me réveille à 4h30 on va dire. Et puis le soir, le temps de rentrer, en gros je me couche souvent les 22h30. Je suis une travailleuse pauvre, mais on aime notre métier. Moi j'aime ça, j'ai toujours fait ça. Donc On doit être tout ensemble, les femmes debout. Voilà donc extrait de ce film que vous pouvez voir parce qu'il tourne un peu en région. Vous pourrez le voir ensuite à la télévision ou sur des plateformes. François Ruffin, vous êtes engagé pour ce qu'on appelle des travailleuses, des métiers en fait du lien. Elles ne sont pas récompensées, ces femmes. Dans le cœur de la crise, le président de la République nous disait « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Je pense que c'était des mots qui étaient tout à fait justes. Et parmi ces hommes et ces femmes, et en l'occurrence beaucoup de femmes, il y avait les auxiliaires de vie sociale, il y avait les aides à domicile, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes qui ont permis aux personnes âgées de continuer à sortir de leur lit, à se laver, à se nourrir, et quand bien même elles l'ont fait sans avoir de masque, sans avoir de protection. Et donc on espérait que après ça, il y aurait une reconnaissance. Le président nous avait même dit les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Quand du coup, il y aurait un relèvement des payes, qu'il y aurait un meilleur statut, un meilleur revenu. Donc c'est la bagarre que j'avais déjà engagé parce que on a commencé l'élection parlementaire avant la crise du Covid et que finalement là c'était un espèce de révélateur pour toute la société et y compris pour le président de la République du caractère essentiel de ces métiers-là. Maintenant, si on dit que c'est essentiel, il faudrait que ça soit payé normalement. Il y a un rapport du ministère du Travail qui vient de paraître et qui dit qu'en moyenne elles sont rémunérées 682 euros par mois. Comment vous vivez avec 682 euros parce qu'avec des horaires difficiles, parfois elles commencent à 4h du matin, elles vont terminer très tard. Peut-être pas 4h du matin, c'est pour les agents d'entretien 4h du matin. Non mais elles se lèvent pour certaines. Donc, ça veut dire qu'en effet, il y a une énorme amplitude horaire. On a des faux temps partiels, parce que comme c'est des journées avec plein de trous à l'intérieur, ce sont des faux temps partiels, mais à la fin, on arrive à des vrais salaires partiels. Et moi, je sais ce que je veux pour elles, pour les auxiliaires de vie. Moi, ce que je veux, c'est des temps pleins avec un salaire plein. C'est-à-dire une équipe le matin qui fait 7h, 14h, une équipe l'après-midi qui fait 14h, 21h, si besoin une équipe de nuit. Et ça résout le problème d'abord d'avoir au moins, au minimum, le salaire minimum. Vous savez, vivre avec 1200 euros, déjà, c'est pas facile, mais quand on les a même pas, les 1200 euros, c'est quand même un souci. Et ensuite, de permettre d'avoir une vie sociale et une vie familiale à côté. Parce que là, comment on fait avec, je vois, c'est une femme de ménage à l'Assemblée nationale, mais elle était au téléphone très inquiète dans le couloir, et donc je vais la voir et je dis Anna, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Bah oui, ma fille, c'était la maîtresse de l'école de ma fille, elle est partie à l'école sans son cartable. Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe? La mère, elle se lève comme vous le disiez à 4h du matin, elle s'en va, ça veut dire que la gamine, elle se lève toute seule, elle se lave toute seule, elle s'habille toute seule, elle prend son petit déjeuner toute seule, elle part à l'école toute seule, et comme la mère, parfois elle a des ménages aussi à faire tard le soir, quand est-ce que la gamine, qu'est-ce qu'il y a comme éducation, qu'est-ce qu'il y a comme transmission? Oui, François Ruffin, quelles sont les solutions possibles? Parce que on ne va pas non plus tout étatiser. Il y a des dotations, parfois par les départements, etc., pour des associations qui, elles, tentent de maintenir aussi ces emplois, mais elles ont du mal, quoi. Oui, non, mais il ne s'agit pas de tout étatiser, mais il s'agit qu'il y ait une volonté politique. Il faut quand même à un moment une volonté de l'État de dire... Pour ces métiers-là, on va construire un statut, un revenu. Donc on va garantir que simplement, ils puissent travailler comme vous travaillez, comme je travaille, comme les ouvriers dans les usines travaillent. C'est pas l'idéal, comme les caristes travaillent. Donc quoi on va faire? Qu'il y ait des horaires stables, qu'on puisse construire une carrière, qu'on puisse avoir un salaire. Et je vais vous dire, pour moi, cet enjeu-là, autour de cette série de métiers, parce que pour moi, il y a les animateurs périscolaires, par exemple, qui sont à l'intérieur. Qui sont en grève, d'ailleurs, pour certains aujourd'hui. Les assistantes maternelles, il y a les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, il y a les agents d'entretien. Ce sont toute une série de métiers, d'ailleurs, très largement féminins. Et c'est pas un hasard, parce qu'il y a comme un inconscient de la société qui est de dire, finalement, elles ont fait ça pendant des siècles.
la maison gratuitement, à s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, s'occuper des malades. Maintenant, elles sont payées un peu pour le faire à l'extérieur, elles vont pas se plaindre en plus. Mais il y avait beaucoup d'hommes aides-soignants auparavant, mais ça a changé au fil des années, quoi. Peut-être dans les hôpitaux, enfin, et encore, Oui, il y avait une tradition quand même qui était plutôt une tradition féminine sur les métiers d'infirmière. Mais donc, voilà, sur tous ces métiers-là, je pense qu'il y a une marge de progrès qui est énorme possible. Et je voulais dire, pour moi, ça répondrait à une double crise. La crise du Covid, évidemment, puisque on aurait là une reconnaissance des gens qui ont maintenu le pays à ce moment-là. Mais aussi, ça répondrait pour moi en partie à la crise des Gilets jaunes. Pourquoi ? Mon précédent film avec Gilles Perret, c'était Je veux du soleil sur une traversée de la France des Gilets jaunes. Au féminin, sur les ronds-points, qui ont rencontré des auxiliaires de vie, des agents d'entretien. Et je pense que apporter des possibilités de salaire, de carrière, d'horaire, de pouvoir prendre un crédit sur une voiture ou une maison parce qu'on a la garantie de ça, d'une vie stable, en ayant un vrai métier, en construisant auxiliaire de vie sociale, aide à domicile, où on sait qu'il va y avoir des centaines de milliers d'emplois disponibles demain, mais que ça soit pas de la débrouille, que ça soit pas des petits contrats, mais que ça soit une vraie carrière, un vrai métier, je pense que ça répondrait aussi en partie à une crise dans les milieux populaires périurbains. Un dernier mot sur ce point, François Ruffin. Est-ce que vous avez le sentiment que justement aujourd'hui on va aller vers une crise, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de personnel qu'on ne pourra plus employer parce que ce n'est pas valable pour ces personnes, quoi. Pour l'instant, on est dans une crise. On voit les associations qui ont du mal à recruter, même les rectorats sur les accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Donc là, il y a une crise de vocation, ou pas forcément de vocation, mais de recrutement, parce que les gens, ils veulent plus pas travailler dans ces conditions-là. Donc là, c'est le gouvernement, il nous parle qu'il faut construire de l'attractivité. Mais moi, je le dis, on va pas s'en sortir en relevant les salaires de 2%, 5%, 10%. Il faut passer à un changement horaire, et j'en viens à une deuxième question qui est le sentiment de bien traiter les personnes en face. Et là, ça rejoint la crise de l'hôpital aujourd'hui. L'hôpital, il est en crise aujourd'hui essentiellement, là ce sont les premières lignes, il est en crise essentiellement parce que les soignants ont le sentiment de maltraiter les personnes qu'ils ont en face. Les auxiliaires de vie, c'est la même chose. Quand on leur dit, vous avez une demi-heure pour sortir la personne âgée du lit, ouvrir les volets, faire un peu de nettoyage, servir le repas. Moi, j'avais Annie qui me disait, mais j'avais une personne âgée, elle voulait me parler, mais moi, je lui servais son manger à la cuillère. Et à un moment, il a fait une fausse route parce qu'il voulait me parler entre-temps, mais je le gavais. Et donc, quand on a le sentiment, vous savez, quand on est journaliste et qu'on a le sentiment de mal faire son métier, c'est déjà dur. Enfin, on n'aime pas le faire comme ça, avoir trop de dépêches à traiter en même temps. Bon, quand on est cariste et qu'on a trop de cartons à porter et que ça nous arrive dans les oreilles, c'est pénible, on sort de la journée, on est usé, on en a marre. Mais quand en face, je termine, quand en face, ce sont des humains, parce que je pense que là, on touche au cœur de la crise de l'hôpital et au cœur de la crise de ces métiers-là. Quand en face, ce sont des humains et qu'on les voit rester sur des brancards dans des couloirs pendant toute une nuit avec des spots dans les yeux, et que ce sont des personnes âgées de 80 à 90 ans qu'on a en face de soi, ça pose une question sur pourquoi on fait ce métier-là. Je fais ce métier-là pour apporter du bien aux gens, et finalement, j'ai le sentiment de les maltraiter. Et je pense que c'est le cœur de la crise, c'est par l'âme, par le découragement que ça se passe. François Ruffin, vous êtes quand même à la France insoumise. Est-ce que vous avez le sentiment que la gauche oublie un peu, d'une façon générale, là aujourd'hui dans la campagne qui arrive, ces débats, cette population, ces catégories de population, on en parle peu, non ? Moi, on a bien du mal à imposer d'autres thèmes dans la campagne que la popole, quoi. Que des questions. C'est quoi la popole ? La popole, c'est alors qu'est-ce qu'il a dit Macron, qu'est-ce qu'elle va dire Pécresse, qu'est-ce qui va se passer dans les scrutins internes et les bidules trucs, enfin tous les machins qui moi m'intéressent pas, comme vous l'aurez compris. Donc c'est bien difficile d'arriver et d'imposer. À gauche, on pourrait mettre ces sujets. Mais qu'est-ce que je viens faire ? C'est bien ce que je viens faire ici. Et donc vous n'allez pas essayer de me détourner de cette question-là pour me ramener sur des questions de politique au prétexte qu'il faudrait que la gauche en parle. Vous voyez quand même le paradoxe que vous êtes en train de construire. Mais c'est vrai que la gauche, elle n'en parle pas suffisamment. Là, on l'entend sur autre chose. Je suis là pour en parler et croyez-moi que je ne lâche pas ça. Par exemple, il y a un rapport qui est essentiel qui a été publié par le ministère du Travail. Vous voyez, je fais la publicité du gouvernement. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport RL qui liste les 17 métiers de la deuxième ligne. Alors il y a auxiliaire de vie, il y a agent d'entretien, mais il y a aussi cariste, il y a charcutier, il y a maraîcher, et qui dit dans ces 17 métiers-là, ce sont 17 métiers qui sont sous-payés par rapport aux autres et qui se sentent sous-payés. Ce sont 17 métiers où, en fait,
ils sont massivement sous le seuil de pauvreté, sous le SMIC. Pourquoi? Parce que soit il y a des temps partiels contraints, soit il y a une alternance d'intérim et de temps de chômage. Sur l'hôpital, François Ruffin, Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, il propose en fait aux soignants de décaler leurs vacances de Noël contre une rémunération qui peut aller jusqu'à 2000 €. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Est-ce qu'ils recrutent des infirmières ou des mercenaires? Ouais. Et je pense que là, on voit très bien que c'est des sparadraps qui sont mis dans tous les sens, tellement il y a une crise de l'hôpital. Mais je le redis, la crise de l'hôpital, pour moi, c'est une crise de l'âme, quasiment. C'est une crise du découragement. C'est-à-dire, ça passe par le cœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant la crise du Covid, les soignants ont nourri un espoir. On leur a dit qu'il y aurait un après, qu'il y aurait un grand plan d'investissement, qu'il y aurait des effectifs, qu'ils pourraient faire leur métier comme il faut, qu'ils pourraient traiter les gens bien. D'ailleurs, à l'hôpital de Péronne où je passais, là, qui est en grève, pourquoi? Parce qu'il y a 3,5 postes de médecins aux urgences, alors que théoriquement il y en a 9, ça veut dire que le médecin il est écroulé, on voit ses cernes sous les yeux, il fait 50% de temps de travail en plus. Les infirmiers ils disent quoi? Ils disent pendant la crise du Covid ça a presque été pour nous une parenthèse enchantée, parce qu'on nous a laissé faire notre métier. Mais dès que on est sorti de ça, le refrain qui est revenu, c'est quoi? C'est restriction budgétaire, plan de retour à l'équilibre. Et donc, on nous a remis la pression et on vit mal notre métier, je vous le dis, avec des gens qui sont sur les bancs dans les couloirs. Donc vous dites que ça, c'est une mauvaise idée, en tout cas, celle de Martin Hirsch. C'est un palliatif, il fait comme il peut, le gars. Il se débrouille, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on remet de l'espoir, comment on rallume la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire quoi? La question centrale, pour moi, c'est la question des ratios. Vous savez, sur les sages-femmes, par exemple, la question, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas seulement 2 sages-femmes en salle d'accouchement, mais qu'il y en ait 3, pour qu'elles puissent mieux faire leur travail. Il y a même des études qui ont été montrées, des études australiennes ou encore dans la revue médicale The Lancet, qui montrent qu'il y a une qualité de soins qui est nettement meilleure quand il y a un infirmier pour 6 patients. Et aujourd'hui, là, on est nettement au-dessus de ça en France. Est-ce qu'il faut arrêter aussi, par exemple, l'intérim médical des médecins? Ces médecins qui sont payés plusieurs milliers d'euros pour quelques jours, qui viennent dans les hôpitaux. On est encore dans une logique de mercenaires. Non, mais ça, c'est une dérive. Non, mais c'est pas le... Il y a des mercenaires à l'hôpital, c'est ce que vous dites. Non, ce que je dis... Si, vous venez de le dire, François Ruffin. Centralement, c'est que chacun se débrouille dans ce système-là, mais que le rôle de l'État, mais moi, mon rôle de parlementaire, et je pense le rôle du journaliste possiblement, c'est de se demander comment on garantit que les gens qui vont dans l'hôpital public, ils vont pouvoir faire bien leur travail. Et aujourd'hui, ils ont le sentiment de mal le faire. Et c'est le cœur du problème. Et je vois que quand on nous a répété Ségur, vous savez... 180 mois par... 180 euros. 183 euros. Oui, c'est ça. Mais je les prends, vous savez, je les prends pour les soignants, pas de souci. Mais quand ça nous est répété Ségur, on a l'impression que c'est un nouveau sésame. Mais ça n'a pas traité la question centrale. Là... Castex, il va partout en disant on va rénover les hôpitaux. Mais la question, c'est pas les murs, c'est un peu les salaires, c'est vrai. Mais c'est beaucoup. Comment on a le sentiment de bien faire son travail? Et je le redis, ça passe par des effectifs. Ça passe par plus de soignants dans les couloirs qui fait qu'on va pouvoir prendre le temps. Ça avait démarré avant Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron aggrave ou non, pas? Il a aggravé, c'est sûr. Là, on a eu... Il y a eu le Covid pendant l'année Covid, il a quand même réussi à fermer 5700 lits. C'est quand même un exploit. Pendant le budget de la sécurité sociale à la sortie de la crise du Covid, c'est moins 1 milliard d'euros pour l'hôpital. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un exploit. Dans une année Covid, après avoir dit qu'il y aurait la reconnaissance de la nation pour les soignants, que c'était des héros en blouse blanche et tout ça. Et donc, je pense que le cœur de la responsabilité d'Emmanuel Macron, elle est d'avoir introduit là un immense désespoir parce qu'il avait créé de l'espoir. Parce que dans le cœur de la crise du Covid, il avait dit ça. Il y aura un après, il y aura un grand plan d'investissement. Et là, il n'y a rien. Et il n'y a rien. Et donc, les soignants, ils se disent quoi? Ils se disent, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Ils disent quand même qu'il y a eu le Ségur de la santé. Vous dites que ça ne va pas suffisamment loin. Je prends les 183 euros, mais ça ne résout pas le sentiment de mal faire son travail, de ne pas avoir les possibilités de le faire. Et là, en ce moment, c'est quoi? Parce qu'il faut parler concrètement pour les gens. C'est alors un patient qui meurt parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste, ça c'est acté, ça c'est arrivé, mais c'est tous les jours des cancers qui ne sont pas découverts, qui ne sont pas découverts à temps, c'est tous les jours des services de pédiatrie qui sont surchargés et qui prennent pas les enfants
correctement en charge. C'est ça qui se passe aujourd'hui tous les jours. C'est ce qu'ils appellent dans le jargon maintenant, c'est devenu la perte de chance. Vous voyez, mais la perte de chance, vous avez dit, j'ai prononcé perte de sens parce qu'au fond, un lapsus, parce qu'au fond, je pense que l'hôpital, il souffre de ça aussi, d'une perte de sens. Mais c'est une perte de chance. Ils appellent ça comme ça. Ça veut dire qu'il y a plus de chances que les gens y meurent. Enfin voilà, c'est quand même une espèce de surmortalité. Ça veut dire qu'on est moins bien soigné, quoi. Ouais. Et qu'il faudrait l'acter comme étant une nouvelle norme. Bon. Combien de postes d'infirmiers, de soignants il faudrait à l'hôpital? Oh, il en faudrait un bon paquet, hein, par centaines de milliers, sans doute. Je pense que c'est l'un des secteurs. Centaines de milliers. Oui, je pense que c'est l'un des secteurs où il y a massivement une possibilité d'emploi à créer. Donc ça veut dire, oui, il y a un enjeu qui est un enjeu financier qui n'est pas nul du tout à l'intérieur de. Mais vous savez, il a été démontré je parlais d'une étude australienne, que quand on amenait des infirmiers supplémentaires pour qu'il y ait un infirmier pour 4 ou 6 patients, au fond, on gagnait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de mortalité, parce que les gens revenaient moins à l'hôpital. Donc cette étude australienne a démontré qu'en ayant un bon taux d'encadrement des patients, c'était pas forcément une perte d'argent, ça pouvait même être un gain d'argent. Bon, vous allez regarder ce soir Emmanuel Macron ou pas? Non, pas forcément. 2 heures, c'est long quand même. Hein. 2 heures, c'est long. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission quand même enregistrée 4 jours à l'avance? C'est quand même dingue, quoi. C'est quand même dingue qu'on ait un non-candidat qui s'auto-octroie 2 heures de temps de parole et qui en plus préenregistre l'émission. Je me demande s'il participe au montage également. Bon, moi ce que je veux dire par là, c'est que déjà en 2017, je dénonçais le fait qu'il y avait eu un premier tour de l'élection présidentielle. Le premier tour de l'élection présidentielle, il s'était déroulé entre Bouygues, Bolloré, Niel, Drahi et Bernard Arnault. Pourquoi les médias? Oui. C'est l'oligarchie médiatique qui, à l'époque, avait choisi son canasson. Son canasson, c'était Emmanuel Macron. Et donc, ils avaient misé sur lui et ils avaient organisé... Bon, il y avait du temps de parole quand même pour Jean-Luc Mélenchon, hein, qui s'était plutôt bien débrouillé dans les scores. Regardez par exemple, Xavier Bertrand est allé voir Bernard Arnault avant de perdre sa primaire. Il est allé voir Bernard Arnault pour commencer à le sonder et savoir s'il lui apporterait son soutien. Bernard Arnault a dit non, moi je suis très satisfait d'Emmanuel Macron, je le soutiendrai pour la présidentielle. Et là, je veux dire, 2 heures de temps de parole sur TF1, LCI, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. C'est pas une petite chaîne du câble. C'est quoi? C'est un immense soutien qui est apporté à la candidature en 10 secondes. Je pense qu'on a une oligarchie qui est pleinement satisfaite du président Macron. Et elle a raison. Quand vous regardez ce graphique, l'Institut des politiques publiques a publié un graphique qui montre à qui a bénéficié le mandat Macron. Les plus pauvres, ils ont perdu 35 €. Les plus riches, ils ont gagné 3 500 €. Donc je comprends très bien que Bouygues, Bolloré, Niel et compagnie, ils soutiennent Macron pour un nouveau mandat. Merci François Ruffin. On a dépassé un peu le temps. On va se faire gronder par le réalisateur. Merci de vous les femmes. Mon prendre parole, en revanche, sera compté par le CS. Bien sûr. C'est ça.